Aujourd'hui, une patiente m'a dit « éviter, ça me rend moins anxieuse ». Alors ça, c'est une phrase typique qu'on entend souvent quand on est thérapeute et qu'on accompagne les personnes qui souffrent d'hypocondrie, mais d'autres TOC aussi, ou d'autres troubles anxieux. C'est que les patients vont trouver des côtés positifs à leur pathologie. Ils vont penser que, au moins, en prenant pas la voiture, ils ont pas d'accident de voiture. Que au moins, en faisant attention à tous ces trucs-là, il leur arrive moins de conneries. Que au moins, en se lavant autant les mains et en décontaminant tout comme ça, au moins ils tombent moins malades. Ou que parce qu'ils se font beaucoup du souci sur leur santé, du coup ils sont bien informés sur les choses et ils vivent une meilleure vie. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que vous en arrivez à vous dire des choses comme ça, comment certains de vos comportements et comment votre cerveau vient entretenir ces pensées et surtout, comment vous en sortir. Je vais essayer au fur et à mesure de cette vidéo de vous dire les métaphores et la stratégie que je conseille à mes patients pour ne pas tomber dans le panneau. Donc cette patiente, c'est une patiente d'une 40aine d'années. J'espère ne pas me tromper. Désolé si, si tu regardes cette vidéo. Je vais vérifier. Donc cette patiente, c'est une patiente d'une 40aine d'années qui souffre de différents TOC, mais aujourd'hui on va surtout s'axer sur la partie hypocondrique ou liée à l'anxiété liée à la maladie qu'elle présente. Elle en a depuis très longtemps, depuis une 20aine d'années, début de l'âge adulte, il y avait des petits soubresauts ici et là, mais depuis plusieurs années, il y a vraiment eu une explosion des différents symptômes et le TOC devient de plus en plus handicapant au point que son partenaire lui a dit récemment mais en fait, tout tourne autour de la maladie. Et ça c'est vrai pour tous les patients qui souffrent d'hypocondrie ou d'autres TOC et de troubles anxieux. En fait, la vie commence à tourner autour de la thématique obsessionnelle chez la personne. Tout va tourner autour de la maladie, tout va tourner autour de la propreté, tout va tourner autour de ces différents sujets et on va barber notre entourage, on va se barber nous-mêmes. C'est le principe de l'obsession. On ne peut pas faire autrement que d'y penser tout le temps. Parce que d'une manière assez arbitraire, notre cerveau va fixer sur un sujet et va nous bombarder de ce sujet-là. Encore une fois, les obsessions ne sont pas des sujets anormaux. Il n'est pas anormal de se préoccuper de sa santé, de se préoccuper du lavage de mains, de se préoccuper de n'importe quel danger ou de n'importe quel risque. Le gros problème dans ces pathologies-là, ça va être la quantité, la fréquence à laquelle on va venir s'en préoccuper. Donc, se soigner d'une anxiété liée à la maladie, de l'hypocondrie, n'est pas être préoccupé et ne plus être préoccupé, c'est être excessivement préoccupé à être normalement préoccupé. On est encore dans la phase de prise de conscience avec cette patiente, de correctement identifier les différents symptômes, les différents mécanismes de réassurance qu'elle utilise, de se checker, d'aller souvent chez le médecin, de demander à son conjoint, de vérifier des choses, etc. Mais également les mécanismes d'évitement qu'elle met en place. Et il y en a tellement que, même après quelques mois, on arrive encore à découvrir de nouvelles strates d'évitement, de nouvelles strates de réassurance, parce qu'en fait, chez ces patients, ça devient tellement une deuxième nature, ces comportements-là, que dans les entretiens préliminaires, bien souvent, il y en a pas mal qui passent à la trappe. Et on s'en rend compte qu'après. Et je lui pose la question classique sur l'évitement, parce que je l'entendais commencer à dire que l'évitement, ça lui permettait d'être moins stressé. Alors que c'est complètement faux. Et je lui pose la question suivante. Il y a 5 ans, étiez-vous moins stressé qu'aujourd'hui? La réponse est oui. Il y a 5 ans, est-ce que vous évitiez moins de choses qu'aujourd'hui? La réponse est à nouveau oui. Mais quand est venue la question, est-ce que du coup, les évitements vous permettent d'être moins stressé? C'était un oui et non. Alors qu'en fait, c'est complètement contradictoire. Vous ne pouvez pas dire, ce médicament me soigne, mais il me rend malade. C'est soit il vous soigne, et à ce moment-là, vous allez mieux, soit il vous rend malade, et à ce moment-là, vous n'allez pas mieux. Donc, même à court terme, on ne peut pas dire qu'une stratégie d'évitement est efficace pour moins stresser si, à long terme, vous stressez moins.
Et ça, c'est vraiment très très important à prendre en compte. C'est vraiment très important de se rendre compte de ça, parce que si parfois, quand vous évitez certaines choses qui vous rendent anxieux, vous êtes en train de vous dire « Ah mais oui, mais c'est pas si con que ça ce que je suis en train de faire, c'est plutôt pas mal et ça m'évite de stresser. » Il n'y a aucune chance pour que vous arrêtiez d'éviter, que vous décaliez l'évitement ou que vous vous exposiez pour soigner votre trouble anxieux. Pourquoi ? Parce que, si on doit le vulgariser de la manière la plus simple, on pourrait dire que l'hypocondrie, c'est une hypersensibilité à la maladie. Personne n'a envie d'avoir un cancer. Personne n'apprécie parler de ces choses-là. Personne n'apprécie parler d'une personne qu'on connaît et qui est également malade. Mais tout ça, quelqu'un qui ne souffre pas d'hypocondrie, eh bien, le fait, tout simplement. Sauf que quand vous êtes hypersensible à ça, eh bien, vous allez vous mettre à éviter. Vous allez vous mettre à éviter tout et n'importe quoi, jusqu'à éviter de parler d'une maladie. Comme si parler d'un danger ou parler d'une maladie était quelque chose de dangereux. Alors que le simple fait d'en parler n'est bien évidemment pas dangereux et il n'y a aucune raison objective d'éviter, aucune raison objective d'en être stressé. Parce que si vous évitez quelque chose alors que vous y êtes déjà hypersensible, eh bien tout simplement, avec le temps, au mieux la sensibilité se maintient, mais ce qu'on voit dans l'immense majorité des cas, c'est que la sensibilité va augmenter. Et si vous évitez quelque chose qui n'est pas dangereux, comme si c'était quelque chose de dangereux. Par exemple, vous croisez quelqu'un dans la rue avec un couteau, c'est dangereux. Donc là, vous l'évitez, vous changez de trottoir. Si votre maison est en feu, vous allez fuir votre maison. Parce que là, c'est vraiment dangereux. S'il y a une voiture qui vous fonce dessus, encore une fois, là, c'est une situation de vrai danger. Donc vous allez l'éviter. Mais si vous vous mettez à éviter des choses pas dangereuses comme si elles étaient dangereuses, eh bien là, en fait, vous faites comprendre à votre cerveau que cette chose est aussi dangereuse. Et c'est pour ça qu'on dit que l'évitement entretient l'hypocondrie. Et donc que l'évitement ne peut pas être à la fois quelque chose qui fait moins stresser et à la fois quelque chose qui fait plus stresser. Si malgré tous vos évitements, vous êtes plus stressé aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou qu'il y a plusieurs années, ça veut dire que l'évitement vous fait plus stresser. Point barre. Et donc du coup, on en arrive à là un petit peu dans la consultation avec ma patiente et tu dis « Ah oui, c'est vrai, je prends pas encore complètement en considération le fait qu'il n'y a aucun évitement qui est bon. » Et c'est essentiel de vous rendre compte de ça. C'est comme si vous étiez fumeur et que quand vous allez acheter votre paquet de clopes ou à chaque fois que vous allumez une cigarette, vous vous disiez « Ah ouais, en fait, c'est bien. Ça me détend, ça me donne un petit style, c'est assez chouette de fumer, grâce à ça je suis plus social. » Tant que vous n'avez pas identifié chaque cigarette comme étant le produit de votre addiction, tant que vous n'aurez pas identifié chaque envie de fumer comme étant un craving de votre addiction, eh bien il n'y a aucune chance pour que vous ayez envie d'arrêter de fumer, et donc aucune chance pour que vous modifiez à un moment vos comportements pour arrêter de fumer. C'est exactement la même chose avec les autres troubles psychologiques et l'hypocondrie. Il faut se rendre compte de toutes les manifestations de nos symptômes et se rendre compte qu'elles sont mauvaises pour nous pour commencer à changer. Et donc, au fur et à mesure de la séance, on a un petit peu revu tout un tas d'évitements. Éviter de regarder certains films, certaines séries, d'avoir certaines conversations, des difficultés à rester dans certains endroits, à profiter d'autres endroits. Et il faut toujours en revenir à là. Est-ce que sans l'anxiété, vous feriez la chose ou vous ne la feriez pas ? Est-ce que sans l'anxiété, vous passeriez un bon moment ou pas ? Et là, ma patiente me dit ouais, mais quand même, l'hypocondrie, c'est quand même vachement pervers. Et ouais, elle n'a pas tort. Il y a quelque chose que je rappelle souvent, et votre anxiété, votre trouble, n'est pas assez con pour arriver avec un petit drapeau et en disant « Eh oh, c'est moi, je suis là pour te faire chier, je vais te dire que de la merde. » Non, ça marche pas comme ça. Il vient en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Il vient en se faisant passer
pour une bonne conseillère, pour un bon ami, pour quelqu'un de prudent. Mais en fait, ce qu'il vous dit, c'est du poison, mais il l'enrobe de miel. Donc il faut vraiment se rentrer ça dans le crâne. Les stratégies d'évitement et de réassurance font partie de la symptomatologie des TOC, des troubles anxieux, de l'hypocondrie. Et de fait, ne peuvent pas être bons pour vous. Ni maintenant, ni avant, ni jamais. C'est du 100%. Ce n'est jamais bon. Ce qui fait que quand on commence à discuter, quand on commence du coup à ruminer, il faut sans cesse revenir à l'explication de la maladie, à la connaissance qu'on a de la difficulté qu'on rencontre, et de se dire « Ah ok, non, là c'est de l'évitement, l'évitement ce n'est jamais bon ». Et ça ne veut pas dire que nous sommes tout de suite obligés de changer notre comportement. Par exemple, un fumeur, dès qu'il se rend compte que fumer n'est pas bon pour lui, il prend pas sa clope et il la jette et il l'éteint et il ne fume plus jamais. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est difficile de changer un comportement. Mais dans les premières phases de la thérapie, quand on est encore en train de trouver de la motivation, quand on est encore en train d'apprendre comment on fonctionne, quand on est encore en train d'apprendre comment son trouble fonctionne, la première des choses à faire, c'est à chaque fois qu'on a ce comportement, à chaque fois qu'on a ce comportement d'évitement ou de réassurance, quand vous êtes hypocondriaque ou quand vous souffrez de troubles anxieux, c'est pas forcément de vouloir arrêter le comportement, mais de vous dire « Ok, là, c'est ma pathologie qui a pris le contrôle. Moi, si je devais décider tout seul, bien évidemment que j'irais là où je ne ferais jamais ça et je ne perdrais pas mon temps à le répéter, à le répéter, à le répéter. Là, c'est plus fort que moi, mais au moins, je ne me mens pas à moi-même, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. C'est ma pathologie qui est en train de prendre le contrôle. » De la même manière qu'un fumeur pourrait se dire au début, bah là je fume une cigarette, mais en fait non, c'est pas quelque chose de cool et qui me détend. Non, c'est une addiction, c'est quelque chose qui me pourrit la vie. C'est quelque chose en plus de ça qui me fait plus stresser sur du vrai long terme. Donc ce n'est pas bon. Je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas à réduire, je n'arrive pas à ne pas fumer cette cigarette, mais je sais à 100% que cette cigarette est nocive pour moi. Donc voilà ce qu'on a vu aujourd'hui avec cette patiente. Dans beaucoup de troubles anxieux et de TOC, notamment l'hypocondrie, il va y avoir des stratégies d'évitement. L'évitement, c'est la réaction à court terme d'un cerveau hypersensible qui veut éviter que sa sensibilité soit titillée et que vous soyez anxieux. Mais sur le long terme, ça ne fait qu'augmenter son hypersensibilité et donc du coup qu'augmenter votre anxiété et augmenter tous les autres symptômes qui vont avec. C'est vraiment le cercle vicieux. Et la première des étapes pour briser ce cercle vicieux, c'est de se rendre compte à chaque fois, pas 95% du temps, à chaque fois qu'on a un comportement comme ça, qu'il est nocif pour nous, même si on n'arrive pas encore à le changer et à y faire autrement. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vais poster beaucoup de vidéos comme ça au fur et à mesure. Déjà, il y en a déjà quelques-unes. Je suis assez content d'avoir commencé cette chaîne. D'autant plus qu'il y a certains de mes patients qui m'ont fait des très bons retours, donc je suis vraiment content. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait, pour vous aider au mieux entre vos séances. Et pour les personnes qui ne suivent pas de psychothérapie, qui puissent aussi voir que la psychothérapie, c'est pas uniquement parler du passé, parler de son enfance, etc. Mais c'est d'identifier des problèmes concrets et d'y apporter des solutions concrètes pour que ça puisse vous aider à vous motiver et à sauter le pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez déjà souffert de quelque chose de similaire ou pas. Peut-être que vous avez un petit témoignage qui peut aider les gens. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.